Pourquoi cette volatilité? Pourquoi les cryptos attirent-elles autant la spéculation? Tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies. À quoi elles servent vraiment et pourquoi leur prix explose parfois. Alors, pourquoi crée-t-on des crypto-monnaies? Est-ce que c'est juste pour spéculer et gagner de l'argent? En réalité, chaque crypto a une utilité bien précise au sein d'un projet blockchain. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi elles existent, comment elles fonctionnent et pourquoi leur prix grimpe ou chute. Dans cette première partie de la vidéo, nous allons voir les bases. En gros, c'est quoi une crypto-monnaie? Alors voici une définition simplifiée de ce qu'est une crypto-monnaie. Imagine une pièce d'or virtuelle. Cette pièce n'est pas gardée dans un coffre-fort de banque, elle existe seulement dans un énorme livre de compte qui est lui aussi virtuel. On va appeler ce livre la blockchain. Ce livre est unique, il n'appartient à personne en particulier, mais tout le monde peut le consulter et vérifier ce qu'il contient. Ce livre de compte est décentralisé. Au lieu d'être dans un seul endroit, il est copié et partagé sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Chaque ordinateur détient la même version et à chaque fois qu'on va ajouter une transaction dans ce livre, tous les ordinateurs travaillent ensemble pour confirmer que la transaction est valide. Voilà donc la définition simplifiée de ce qu'est une crypto-monnaie. Maintenant, voyons quel est le but d'une crypto-monnaie. Alors, afin de mieux comprendre le but d'une crypto-monnaie, prenons un exemple réel avec le Bitcoin. Imaginons que Bob achète la voiture d'Alice. La voiture d'Alice est une Tesla. Du coup, elle n'est pas donnée et elle coûte un Bitcoin. À l'heure d'aujourd'hui, pendant que je vous parle, le Bitcoin est à peu près dans les 100 000 $. Pour que cette transaction soit validée et reconnue, il faut qu'elle soit inscrite dans notre fameux livre de compte. On va donc ajouter une ligne dans ce fameux livre. Cette ligne dira que Bob a envoyé un Bitcoin à Alice. Et avant d'ajouter cette nouvelle ligne, les ordinateurs qui travaillent ensemble pour maintenir à jour ce fameux livre de compte, on les appelle aussi les mineurs, ils doivent résoudre un problème mathématique assez complexe. Une fois le problème résolu, cette transaction est ajoutée dans ce fameux livre de compte qui s'appelle en fait la blockchain. Et les mineurs qui ont contribué à ce processus reçoivent une récompense qui sera en Bitcoin, bien entendu. Dans l'exemple que l'on vient de voir, Bitcoin a eu deux objectifs. Tout d'abord, il sert de monnaie puisque Bob achète la Tesla d'Alice en lui envoyant un Bitcoin. Et Bitcoin a aussi servi de rémunération pour dédommager les mineurs qui ont travaillé afin de pouvoir écrire cette transaction dans le livre de compte. En effet, ces mineurs ont dépensé de l'électricité via leur puissance de calcul et ils sont donc logiquement dédommagés pour cette action. Dans ce cas-là, on dit que Bitcoin sert de mécanisme d'incitation pour maintenir et sécuriser le réseau. La blockchain et la crypto-monnaie, c'est un peu comme un moteur et du carburant. Le moteur, c'est la blockchain. Il fait tourner tout un écosystème de projets. Mais pour que ce moteur fonctionne, il a besoin d'énergie. Et cette énergie, c'est la crypto-monnaie. Alors, la blockchain, c'est quoi exactement? Donc voyons quelques situations concrètes dans lesquelles on peut utiliser ce livre de compte virtuel. Première situation, on peut l'utiliser dans le cadre de paiement. À chaque fois qu'une personne envoie de l'argent à une autre, on vient ajouter cette transaction dans ce livre de compte. C'est ce qu'on fait quand par exemple Bob achète la voiture d'Alice. Le deuxième cas concret, c'est dans la finance décentralisée. On ajoute une transaction pour dire que telle personne a prêté ou emprunté de l'argent à une autre. Le troisième cas d'utilisation, c'est dans le cadre de NFT par exemple. On ajoute une transaction pour dire que cette personne possède cette œuvre d'art numérique. Ça peut être un tableau par exemple. Ça fonctionne aussi dans le cadre des jeux vidéo. On peut dire par exemple que telle personne possède telle arme, tel objet qui est unique. En résumé, si on schématise de manière grossière, on pourrait comparer la blockchain à une autoroute géante. Sur cette autoroute, il y a plein de voitures. Ce sont les transactions et les projets. Mais pour que ces voitures puissent avancer, elles ont toutes besoin d'un carburant. Et ce carburant, c'est la crypto-monnaie. Ok, mais alors, pourquoi chaque projet blockchain semble avoir sa propre crypto-monnaie? À quoi ça sert? Comme on vient de le voir dans les deux exemples précédents, ça peut servir de monnaie pour envoyer de l'argent à quelqu'un, mais ça peut servir aussi pour payer ceux qui ont inscrit la transaction sur ce fameux livre de compte virtuel. Et il y a également un troisième cas d'utilisation dont on n'a pas parlé encore, c'est la gouvernance, pour avoir son mot à dire. Il faut savoir qu'un projet blockchain, c'est un projet informatique qui est open source, c'est-à-dire que le code de ce projet informatique est visible en général et tous les développeurs du monde entier peuvent donc se réunir pour travailler sur ce projet informatique. Comme tous les projets informatiques, il y a besoin de prendre des décisions et de choisir quelle sera la prochaine fonctionnalité que l'on va développer. Du coup, il faut savoir que certaines cryptos permettent de voter sur l'avenir du projet blockchain. Ces projets fonctionnent souvent comme une organisation autonome décentralisée. On appelle ça également une DAO, où les détenteurs de ces crypto-monnaies, ou crypto pour les intimes, ont des droits supplémentaires spéciaux. À travers ces votes, ils peuvent décider de plusieurs choses. On va prendre par exemple un vote où on peut décider des nouveaux services que l'on va ajouter, ou un autre cas de vote également, c'est de pouvoir décider comment on va répartir les fonds du projet. Tu vois, la blockchain et la crypto-monnaie ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. La blockchain, c'est l'infrastructure technique. Elle fait tourner les applications, gère les transactions et sécurise les données. Quant à la crypto-monnaie, c'est elle qui alimente cet écosystème. Elle incite les participants, paie pour les services et garantit le bon fonctionnement du réseau. En résumé, la blockchain et la crypto-monnaie forment un duo inséparable. La blockchain fournit la plateforme et la crypto la fait fonctionner. Que ce soit pour valider les transactions, payer des frais ou voter sur des décisions, la crypto est bien plus qu'un simple actif spéculatif. C'est le cœur qui alimente la blockchain.
Une des premières choses qu'on entend souvent à propos des cryptos, c'est le prix du Bitcoin a explosé ou l'Ether a chuté de 10% en un jour. Mais pourquoi cette volatilité? Pourquoi les cryptos attirent-elles autant la spéculation? Tout d'abord, parlons d'un principe économique de base, l'offre et la demande. La valeur d'un actif dépend de deux choses, combien il y en a et combien de gens en veulent. Une offre limitée, c'est une rareté programmée. Certaines cryptos comme le Bitcoin ont une offre limitée par le code lui-même. Par exemple, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Cette rareté programmée crée une dynamique de rare comme de l'or. Résultat, quand la demande augmente, le prix monte, car il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde. C'est un peu comme pour des places de concert ultra populaires. Plus il y a de fans, plus les prix des billets explosent. L'augmentation de la demande via une adoption croissante. Plus les gens adoptent une crypto pour des usages pratiques, paiement, NFT, DeFi ou comme un investissement, plus sa demande augmente. Par exemple, quand Tesla a annoncé qu'ils acceptaient le Bitcoin comme moyen de paiement, le prix a grimpé parce que d'un coup, Bitcoin avait une utilité supplémentaire. Voyons ça avec deux exemples concrets. Tout d'abord, Bitcoin, qu'on surnomme l'or numérique. Beaucoup voient en Bitcoin une réserve de valeur, une alternative numérique. Alors, pourquoi dit-on de Bitcoin que c'est l'or numérique? Déjà, premièrement, de par son offre limitée, 21 millions, il n'y en aura pas plus. Ensuite, de par sa résistance à l'inflation. Contrairement aux monnaies traditionnelles imprimées par les banques centrales, Bitcoin a une meilleure résistance à l'inflation. Et dernièrement, c'est parce que les gens achètent du Bitcoin pour stocker leur richesse. Et parfois, juste parce qu'ils pensent que le prix va encore grimper. Dans le cas d'Ethereum, ce n'est pas seulement une crypto, c'est aussi le carburant du réseau Ethereum. Les gens achètent de l'Ether, ETH, pour payer les frais de transaction, ça s'appelle le gaz, ou pour investir dans des applications comme la finance décentralisée, la DeFi ou les NFT. Donc plus la demande en Ethereum augmente, et avec elle va augmenter son prix. Si tu regardes le prix des crypto-monnaies, des cryptos, tu remarqueras qu'ils montent et qu'ils descendent. Et parfois même très rapidement. Alors pourquoi autant de volatilité? Petit 1, il y a une absence de régulation centrale. Contrairement aux monnaies classiques, il n'y a pas de banque centrale pour stabiliser le prix. Personne ne peut intervenir pour éviter une chute ou une hausse soudaine. Résultat, les cryptos sont livrés aux forces du marché. Et en petit 2, je dirais qu'il y a le sentiment de marché et la spéculation. Les cryptos sont très sensibles aux annonces, aux rumeurs et à la hype. Les crypto-monnaies font partie des actifs financiers les plus volatiles. Si on observe une courbe de la volatilité avec à gauche les actifs financiers les moins volatiles et à droite ceux qui sont les plus volatiles, on a à gauche les obligations d'État qui sont peu volatiles dans l'ensemble, puis ensuite les actions de grosses entreprises comme Apple par exemple, puis ensuite les actions de plus petites entreprises qui sont en général plus volatiles, et tout à droite on va se retrouver sur la partie de cette courbe avec les crypto-monnaies. Exemple, quand Elon Musk a tweeté qu'il trouvait le Dogecoin fun, le prix a explosé. Mais quand il a dit qu'il n'acceptait plus le Bitcoin pour ses voitures, le prix du Bitcoin a chuté. Il faut savoir qu'au cœur des marchés financiers, on retrouve souvent les émotions et les biais cognitifs dont on peut souffrir en tant qu'humain. Dans un marché où il y a beaucoup de professionnels de la finance, ces biais sont moins impactants. Les professionnels connaissent ces biais et le pouvoir des émotions. En revanche, dans le marché des crypto-monnaies, les particuliers sont nombreux et ils sont parfois très peu conscients de tous ces facteurs humains qui contrôlent notre cerveau, notre comportement et nos décisions. Du coup, les investisseurs achètent souvent par peur de rater une opportunité, ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, ou ils vendent en panique quand le marché descend. Il faut savoir également que le trading de crypto-monnaies est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les cryptos se traitent en continu, il n'y a pas de pause. C'est un peu comme une bourse mais qui ne dormirait jamais. Donc les prix peuvent changer rapidement, même au milieu de la nuit. Certains comparent les cryptos à une bulle spéculative, d'autres à une révolution. En réalité, c'est peut-être un peu des deux. C'est comme une action en bourse, mais avec des règles différentes. Les cryptos, c'est comme les actions dans le sens où ça dépend de l'offre et de la demande. Mais dans la majorité des cas, elles ne représentent pas une entreprise avec des revenus ou des dividendes, contrairement aux actions traditionnelles. Leur valeur repose plutôt sur d'autres facteurs, tels que l'utilité perçue ou l'adoption. Le problème, c'est quand ce sentiment d'utilité ou d'adoption, il n'est pas mesuré concrètement avec de vrais indicateurs. Il peut être biaisé par un marketing efficace ou par une communication audacieuse. C'est un marché encore jeune et instable. Les cryptos sont encore une technologie émergente, ce qui les rend forcément beaucoup plus volatiles. Mais cette instabilité attire aussi les investisseurs en quête de gros gains rapides, et donc encore plus de spéculation. Conclusion, est-ce que cette spéculation ne serait pas une étape naturelle? Pourquoi il y a autant de spéculation sur les cryptos? Donc parce que c'est un marché jeune, décentralisé et basé sur la loi de l'offre et de la demande. Mais derrière cette spéculation, il y a des usages réels et une technologie qui transforme déjà des industries entières. Reste à voir si ces fondations solides suffiront pour stabiliser le marché à long terme. Comme toute grande innovation, les cryptos et la blockchain apportent des avantages majeurs, mais aussi des risques qu'il faut bien comprendre. Si tu veux naviguer dans cet univers, tu dois connaître les deux faces de la médaille. Commençons par ce qui rend ce modèle si révolutionnaire. Alors, c'est un modèle incitatif. Les cryptos motivent les participants. Contrairement au système classique, la blockchain repose sur un modèle décentralisé. Les cryptos jouent un rôle clé ici. Elles motivent les gens à participer, que ce soit en validant les transactions, en sécurisant le réseau ou en fournissant des services via des applications décentralisées. C'est un peu comme si on te payait à chaque fois que tu aides à maintenir une autoroute ou que
que tu confirmes qu'une voiture a bien payé avec son badge. Ensuite, c'est une technologie où il y a de la transparence. Quasiment tout est public. Sur une blockchain, chaque transaction est enregistrée et accessible par tous. Résultat, un système où il est très difficile de tricher et de cacher des informations. Exemple, tu peux voir en temps réel combien de bitcoins sont détenus par une adresse et où ils ont été envoyés. Pas besoin de faire confiance à une banque ou à une institution. Dernièrement, il faut savoir que c'est une technologie où il y a de la décentralisation. Ce modèle ne repose pas sur une autorité centrale. Résultat, pas de risque qu'une entité contrôle ou manipule le système. Le réseau continue de fonctionner même si une partie des participants arrête de jouer leur rôle. Mais il faut savoir que ce modèle a aussi des failles. Et ces failles, il faut les connaître pour éviter les pièges. La première faille, c'est la spéculation excessive. Quand la bulle gonfle trop. Beaucoup de cryptos attirent des investisseurs non pas pour leur utilité réelle, mais pour leur potentiel de profit rapide. Cela crée des bulles spéculatives, les prix montent très vite, mais redescendent aussi brutalement quand la hype retombe. Exemple, en 2021, des cryptos comme Dogecoin ou Shiba ont explosé. Même si elles n'avaient pas forcément d'usage clair, beaucoup de gens ont perdu de l'argent quand les prix se sont effondrés. La leçon ici, investir sans comprendre l'utilité d'une crypto, c'est jouer avec le feu. La deuxième chose, c'est la fraude, les projets qui abusent de la confiance. Avec un marché encore jeune et peu régulé, les arnaques sont fréquentes et nombreuses. On a les rug pools où les créateurs lèvent des fonds pour un projet puis disparaissent avec de l'argent. On a aussi les pump and dump où on a des groupes qui artificiellement gonflent le prix d'une crypto-monnaie pour vendre au sommet du prix. Et ensuite, ils laissent les autres subir la chute. Exemple, en 2021, Squid Game Token a attiré des milliers d'investisseurs avec une hype énorme avant que les créateurs disparaissent avec des millions. Alors, comment éviter ça? On vérifie toujours l'équipe qui est derrière un projet. Si les gens sont connus, reconnus, s'ils ont déjà travaillé dans d'autres projets, on peut également voir leur réputation. C'est important de suivre tous. Et ensuite, le deuxième point, c'est d'analyser l'utilité réelle de cette crypto-monnaie et aussi d'analyser la transparence de ses développeurs. Enfin, même en dehors des limites que l'on vient de citer, la spéculation et la fraude, ce modèle présente quelques limites supplémentaires à ne pas ignorer. Tout d'abord, la volatilité. Les cryptos sont connus pour ça, pour leur fameuse volatilité, ce qui peut décourager leur adoption comme moyen de paiement. Imagine payer un café avec Bitcoin, si le prix chute de 10% juste après, ton café devient un mauvais deal pour le commerçant. Il y a également la complexité technique. Ce n'est pas pour tout le monde. Comprendre comment fonctionne une blockchain ou gérer un wallet crypto, ça peut paraître intimidant pour le grand public. La promesse d'accessibilité existe, mais on n'y est pas encore complètement. Alors, est-ce que les crypto-monnaies et la blockchain sont parfaites? Non, mais est-ce qu'elles offrent des opportunités uniques? Absolument. Elles ont quelques avantages clés. Un modèle incitatif qui fonctionne sans intermédiaire, une transparence et une décentralisation qui sont inégalées, et elles ont quelques risques majeurs également. La spéculation excessive avec les bulles, les arnaques et les projets douteux. Le défi est donc d'utiliser ces outils de manière intelligente tout en restant vigilant. En conclusion, les crypto-monnaies et la blockchain ne sont ni une solution miracle, ni un champ de mine. Elles sont des outils puissants qui redéfinissent la manière dont on échange de la valeur et dont on construit des applications. Si tu veux explorer ce monde sans tomber dans les pièges, continue de t'informer et je te conseille même de t'abonner à cette chaîne parce qu'on n'a que gratté la surface du sujet. De mon côté, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis merci d'être resté jusqu'à la fin et n'hésite pas à poster dans les commentaires quel est le prochain sujet que tu souhaiterais qu'on aborde et je te retrouve dans la prochaine vidéo.